Le silence dans l'appartement toulousain sentait le parfum d'un homme de 20 et 1 an. Et Patricia, directrice commerciale depuis 2 décennies, habituée à faire trembler des salles de réunion entières, se cachait dans ses propres toilettes pour passer un appel téléphonique en chuchotant. Voilà comment tout s'est terminé. Mais pour comprendre comment une femme aussi accomplie a pu en arriver là, il faut remonter à une terrasse de Marrakech, un soir de printemps, où un jeune homme au sourire désarmant s'est assis en face d'elle, et où Patricia a cru, pour la première fois depuis des années, qu'elle était vraiment vivante. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de naïveté. C'est une histoire de pouvoir, et de la façon dont le pouvoir peut se retourner contre celui qui croit le détenir. Patricia Aumont avait 48 ans quand sa vie a basculé. De l'extérieur, tout était en ordre, remarquablement en ordre même. Directrice commerciale dans une grande entreprise de logistique, basée à Toulouse, elle supervisait une équipe de 120 personnes, signait des contrats dont les montants dépassaient ce que la plupart des gens ne verront jamais en une vie entière, et avait construit, année après année, une carrière qui forçait le respect même de ceux qui ne l'aimaient pas. Elle avait commencé en bas de l'échelle à 28 ans, commerciale junior dans une petite entreprise du secteur, et avait gravi chaque échelon avec une détermination méthodique qui déconcertait ses collègues masculins, d'abord parce qu'ils ne la prenaient pas au sérieux, ensuite parce qu'ils ne pouvaient plus l'ignorer. 20 ans de carrière, 2 promotions refusées puis obtenues après qu'elle ait menacé de partir. Une réputation d'efficacité froide qui lui collait à la peau comme une deuxième nature. Dans les salles de réunion, Patricia était redoutable, elle écoutait peu, décidait vite, ne revenait jamais sur ses choix une fois qu'elle les avait annoncés. Son équipe la respectait davantage qu'elle ne l'aimait, et elle avait depuis longtemps accepté cette réalité comme le prix normal du leadership. On ne dirige pas 120 personnes en cherchant à être apprécié. Mais il y avait une autre Patricia, celle que ses collègues ne voyaient pas. Celle qui rentrait le soir, dans un appartement devenu trop grand, dans un mariage devenu trop silencieux, et qui s'asseyait parfois dans la cuisine, après le dîner sans allumer la télévision, juste pour écouter le bruit que fait le vide quand on le laisse exister. Ce vide avait une histoire. Patricia ne l'avait pas toujours ressenti. Il y avait eu des années dans son mariage avec Bernard où la routine était une forme de stabilité apaisante plutôt qu'une prison invisible. Des années où les dimanches passaient à faire les courses ensemble, les vacances estivales dans les Pyrénées, les dîners autour de la table familiale avec Camille et les 2 garçons représentaient une plénitude qu'elle n'aurait pas su articuler mais qu'elle reconnaissait comme réelle. Le vide s'était installé graduellement, comme l'humidité dans un mur imperceptible jusqu'au jour où les fissures deviennent visibles. Elle avait eu 45 ans et s'était regardée dans le miroir de sa salle de bain un matin ordinaire en se demandant si c'était tout. Pas avec désespoir, avec une curiosité presque clinique, la même qu'elle appliquait à l'évaluation d'un contrat insuffisant. C'est pas tout. Quelque chose manque. Ce constat, formulé de façon aussi nette, l'avait troublée pendant des semaines avant qu'elle ne le range dans le même compartiment que les autres questions sans réponse facile, et qu'elle reprenne le cours de ses journées. Bernard Aumont avait 52 ans et tenait la pharmacie familiale en banlieue toulousaine depuis presque 20 ans. C'était un homme posé, méticuleux, affectueux, à sa façon, une façon douce et peu expressive que Patricia avait d'abord trouvée rassurante, puis progressivement insuffisante. Leur mariage avait duré 10 à 9 ans. Pas un mauvais mariage, personne n'aurait pu dire ça. Plutôt un mariage devenu fonctionnel à force de durer, 2 personnes qui géraient ensemble une maison, des enfants, des vacances d'été, sans vraiment se regarder dans les yeux depuis longtemps. Bernard savait que quelque chose manquait, il savait pas le nommer, et il n'essayait pas vraiment. Il ouvrait sa pharmacie à 8 heures, la fermait à 10 à 9 heures, rentrait, mangeait, dormait. Sa vie était ordonnée et vide d'une façon qu'il avait progressivement cessé de questionner. Leurs 2 fils, adolescents, vivaient dans l'appartement comme 2 planètes, en orbite indépendante, présents physiquement, absorbés par leur propre monde. Camille, leur fille aînée de 24 ans, avait quitté le domicile familial pour ses études de master en droit. Fine, observatrice, incapable de prétendre ressentir ce qu'elle ne ressent pas, elle appelait sa mère tous les dimanches et détectait dans sa voix, depuis des mois, une forme d'insatisfaction que Patricia n'aurait jamais admise à voix haute. Véronique Stam, cadre dans une banque toulousaine et amie de Patricia depuis 25 ans, peut être la seule à voir les 2 facettes de son amie, la directrice implacable et la femme qui cherchait quelque chose qu'elle n'aurait pas su définir. Elles déjeunaient ensemble tous les 15 jours et Véronique avait pris l'habitude d'écouter davantage qu'elle ne parlait parce que Patricia avait besoin d'espace pour exister en dehors de son rôle professionnel. C'est lors d'un de ces déjeuners, quelques semaines avant le voyage au Maroc, que Véronique avait dit doucement « Tu mérites d'être heureuse, Patricia.
pas seulement efficace. Patricia avait répondu par une plaisanterie. Mais la phrase avait fait son chemin. C'est dans ce contexte, une vie parfaitement construite et parfaitement insuffisante, que Patricia avait embarqué seule pour Casablanca au printemps, pour une conférence professionnelle suivie de quelques jours de détente à Marrakech. Le voyage était un privilège qu'elle s'accordait rarement. Sa vie professionnelle laissait peu de place aux interruptions. Et partir seule, sans Bernard, sans collègues, sans agenda surchargé, représentait une forme de liberté qu'elle avait presque oubliée. Elle avait réservé un riad de luxe dans la Médina, s'était promis de ne consulter ses courriels professionnels qu'1 heure par jour, et avait emporté 2 romans qu'elle n'avait pas eu le temps de lire depuis 6 mois. La conférence à Casablanca s'était déroulée comme toutes les conférences intenses, utiles, légèrement épuisantes, mais quand Patricia avait pris le train pour Marrakech 2 jours plus tard, quelque chose dans sa posture avait changé. La directrice commerciale avait mis ses affaires dans le compartiment supérieur, avec le reste des bagages. Ce qui descendait du train à Marrakech-Guelis, c'était une femme de 48 ans, en vacances. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait passé la première journée seule dans la Médina, à flâner dans les souks sans agenda, à boire du thé à la menthe dans des cafés en terrasse, à regarder la vie de Marrakech s'organiser autour d'elle avec l'intensité chaotique et colorée d'une ville qui ne ressemble à nulle autre. Cette solitude choisie avait quelque chose de délicieux. La liberté de n'avoir à rendre compte de rien à personne, de changer de direction au milieu d'une ruelle sans devoir l'expliquer ou le défendre. Le deuxième soir, elle avait choisi de dîner seule dans le rooftop bar de son hôtel, un endroit somptueux avec vue sur les toits ocres de la Médina, les cigognes perchées sur les minarets et les lumières de la ville qui s'allumaient une à une dans le crépuscule marocain. Elle avait commandé un verre de vin blanc et ouvert son roman. Youssef Benzara avait 21 ans. Grande taille, regard d'une intensité qui dérange, aisance corporelle de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se justifier physiquement dans une pièce. Originaire de Meknès, arrivé à Marrakech 1 an plus tôt pour travailler dans le tourisme de luxe, il était ce soir-là en dehors de son service, présent dans ce rooftop avec quelques amis. Il avait regardé Patricia depuis le bar, pas avec l'insistance vulgaire des hommes qui draguent, mais avec la concentration de quelqu'un qui évalue une situation avant d'agir. Ce qu'il voyait, une femme seule, tenue soignée, alliance au doigt mais posture de quelqu'un qui ne voulait pas être une épouse ce soir-là. Une femme qui avait l'habitude d'être regardée dans les couloirs de bureau, mais plus depuis trop longtemps dans les yeux. Il avait lu ce signal en quelques secondes. Ce type de lecture rapide des situations humaines était une compétence qu'il avait développée dans le tourisme, affinée dans des expériences précédentes avec d'autres femmes européennes et transformée en instinct opérationnel. Son approche avait été calibrée avec une précision que Patricia ne pouvait pas voir parce qu'elle ressemblait exactement à de la spontanéité. Il s'est approché de sa table, sous le prétexte le plus simple du monde. Toutes les places de la terrasse étaient prises. Pouvait-il s'asseoir un moment ? Son français était impeccable, sans accent prononcé, appris à Meknès, où il avait grandi, puis perfectionné dans les années passées dans le tourisme de luxe. Il n'a pas cherché à séduire frontalement, il a commencé par s'intéresser. À son roman, à son avis sur Marrakech, à ce qu'elle faisait dans la vie, avec dans le regard cette forme d'attention totale, rare, qui donne à l'interlocuteur l'impression d'être la chose la plus intéressante de la pièce. Patricia, habituée à écouter peu dans les réunions professionnelles, s'est mise à parler de son travail, de son équipe, de ce que ça faisait de diriger une entreprise dans un secteur dominé par des hommes qui vous sous-estimaient jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus se le permettre. Youssef écoutait avec une concentration qui ressemblait à de l'admiration, et c'en était peu être en partie. Il y avait chez lui quelque chose d'authentique dans ces moments-là, une curiosité réelle pour les personnalités fortes qui coexistaient avec la capacité à en faire un levier. Ce mélange d'authenticité partielle et de calcul dissimulé est précisément ce qui rendait Youssef si difficile à détecter. Un manipulateur entièrement froid et calculateur laisse des traces dans le regard, des hésitations dans le choix des mots, des dissonances entre ce qu'il dit et ce que son corps exprime. Youssef n'était pas entièrement froid. Il ressentait des choses pas les mêmes que celles qu'il décrivait, mais des choses réelles qui donnaient à son jeu une texture que Patricia, avec toute son intelligence, ne pouvait pas distinguer de la sincérité. Ils avaient parlé jusqu'à minuit. Quand Patricia était rentrée dans sa chambre, elle n'avait pas pensé immédiatement à Bernard, à ses fils, à son appartement de Toulouse. Elle avait pensé à la façon dont Youssef l'avait regardée comme si elle était une découverte et non une évidence. Le lendemain matin, il était dans le hall de l'hôtel. Il avait un jour de congé, connaissait Marrakech comme sa poche et serait ravi de lui montrer les souks si elle n'avait pas d'autres projets. Elle n'avait pas d'autres projets.
Les 4 jours suivants avaient eu la texture des parenthèses, ces moments suspendus, hors du temps réel, où les règles ordinaires semblent ne pas s'appliquer. Youssef était un guide extraordinaire dans tous les sens du terme. Il connaissait les artisans cachés derrière les façades touristiques, les restaurants où les Marocains mangeaient réellement, les heures auxquelles les mosquées s'illuminaient d'une certaine façon. Il racontait sa ville avec une fierté tranquille, sans chercher à épater, et Patricia découvrait quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, le plaisir d'être menée quelque part par quelqu'un d'autre. Dans sa vie professionnelle, elle était toujours celle qui menait. Cette inversion avait quelque chose de profondément reposant qu'elle n'aurait pas su anticiper. Le 3e jour, dans les couloirs d'un souk du cuivre, où les artisans martelaient leurs pièces dans un vacarme régulier et presque musical, Youssef lui avait expliqué en détail comment chaque motif géométrique dans le métal portait une signification spécifique. Protection du foyer, fécondité, longévité. Il savait ces choses non pas parce qu'il les avait apprises pour les touristes, mais parce qu'il avait grandi dans une maison où sa grand-mère lui avait transmis ses lectures symboliques depuis l'enfance. Patricia l'avait écouté sans rien dire pendant plusieurs minutes, regardant ses mains qui traçaient dans l'air les motifs dont il parlait et avait pensé « cet homme a une vie intérieure ». Ce constat si simple, si fondamental, avait pesé plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. Bernard avait une vie intérieure aussi, certainement, mais il ne la partageait pas. Il gardait ses pensées comme il gardait ses médicaments classés, rangés, inaccessibles, sans ordonnance. Le soir du 3e jour, dans un restaurant à la terrasse ouverte sur les étoiles, Youssef avait posé sa main sur la sienne. Elle ne l'avait pas retirée. Quand Patricia avait pris son vol retour pour Toulouse, Youssef l'avait accompagnée jusqu'à l'entrée de l'aéroport. Il l'avait embrassée une dernière fois et lui avait dit quelque chose de simple, qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme elle et qu'il ne savait pas comment continuer à vivre normalement après l'avoir connue. Patricia avait pleuré dans l'avion. Pas de tristesse d'une émotion qu'elle ne savait plus nommer parce qu'elle l'avait rangée depuis trop longtemps dans un tiroir fermé. Elle était rentrée chez elle un vendredi soir. Bernard était dans le salon, le journal à la main. Il avait levé les yeux, dit qu'il y avait des restes dans le frigo et s'était replongé dans sa lecture. Ce geste ordinaire, ce geste d'un homme qui n'avait pas remarqué qu'elle était différente, avait tout décidé en quelques secondes. 3 semaines plus tard, Patricia avait demandé le divorce. Bernard n'avait pas crié. Il n'avait pas supplié. Il avait posé ses lunettes sur la table et regardé sa femme longtemps, avec une expression que Patricia interpréta comme de la résignation, mais qui était probablement de la douleur contenue. Il avait demandé une seule chose. Était-ce quelqu'un d'autre? Elle avait dit oui. Elle n'avait pas dit que cet autre avait 21 ans. La réaction de l'entourage avait été prévisible dans son intensité et sa diversité. Véronique avait écouté pendant 2 heures au téléphone sans vraiment réussir à dissimuler son inquiétude. Elle connaissait Patricia depuis assez longtemps pour savoir que cette décision avait été prise dans une émotion plutôt que dans une réflexion, ce qui ne ressemblait pas à son amie précisément. Camille avait répondu au coup de téléphone de sa mère par un silence de plusieurs secondes, puis avait demandé calmement l'âge de l'homme en question. Quand Patricia avait répondu 21 ans, la ligne était restée silencieuse encore un moment avant que Camille ne dise, d'une voix parfaitement neutre. Je voudrais te voir ce week-end. Ce week-end ne s'était pas très bien passé. Camille n'avait pas crié non plus, elle n'était pas une femme qui criait, mais ses questions étaient précises, légèrement cliniques, celle d'une étudiante en droit qui réfléchit déjà aux conséquences, alors que l'émotion est encore dans sa phase aiguë. Depuis combien de temps le connaissait-elle? Quelle était sa situation administrative? Avait-elle envisagé toutes les implications du divorce avant de le demander? Patricia avait répondu à chaque question avec une impatience croissante et avait fini par dire à sa fille qu'elle était venue pour son soutien, pas pour un interrogatoire. Camille avait répondu « C'est la même chose, maman. » Elle ne s'était pas parlé pendant 10 jours après cette conversation. C'était pas une rupture, c'était l'espace dont chacune avait besoin pour digérer une réalité que ni l'une ni l'autre ne comprenaient entièrement. Bernard avait accepté le divorce sans se battre, une erreur que son avocat lui signalerait trop tard. Il avait gardé l'appartement familial pour les 2 garçons, rangé les affaires de Patricia dans des cartons avec une méticulosité qui ressemblait à une façon de maîtriser quelque chose d'incontrôlable et continuer à ouvrir sa pharmacie à 8 heures chaque matin comme si le monde pouvait être tenu en ordre à condition de respecter ses horaires. 6 semaines après son retour du Maroc, Patricia avait fait venir Youssef à Toulouse. Les premières semaines avaient eu quelque chose de presque irréel dans leur légèreté. Youssef arrivait dans une ville qu'il ne connaissait pas, dans un pays qu'il n'avait jamais visité, c'était son premier séjour hors du Maroc, et sa déstabilisation initiale avait quelque chose de touchant. Il découvrait les hivers du sud-ouest, les marchés du Capitole, la façon dont les Toulousains mangeaient tard et parlaient fort.
Patricia lui servait de guide avec une générosité qui ressemblait à du bonheur, le bonheur simple d'être utile à quelqu'un d'une façon différente de son utilité professionnelle. Youssef, dans ses premiers mois, était presque doux, dépaysé, dépendant pour tout le logement, l'argent, la langue administrative, les démarches de séjour. Il vivait dans l'appartement de Patricia avec une reconnaissance qui n'était pas entièrement feinte. Il avait une façon d'être physiquement présent qui remplissait l'espace autrement que Bernard ne l'avait jamais fait. Il cuisinait des plats marocains le dimanche, apprenait des mots toulousains avec un plaisir sincère, regardait Patricia se préparer pour le bureau avec une attention qui la faisait se sentir désirée d'une façon dont elle avait oublié la saveur. Patricia avait dépensé sans compter durant cette période, non pas par imprudence, mais parce que donner était sa langue émotionnelle naturelle, des vêtements, un téléphone, des sorties au restaurant, des week-ends à Barcelone et à Paris. Elle offrait avec le même naturel qu'elle gérait un budget d'entreprise, parce que l'argent n'avait jamais représenté pour elle une limite, mais un outil. Youssef recevait sans résistance apparente, avec des remerciements chaleureux qui semblaient authentiques, et Patricia interprétait cette acceptation généreuse comme la preuve d'une relation débarrassée des calculs et des faux semblants. Ce qu'elle ne mesurait pas encore, elle avait construit, sans le savoir, une dépendance totale. Et chez certaines personnalités, la dépendance totale génère une honte qui cherche à s'inverser. Le basculement a commencé si doucement qu'il était presque impossible à dater avec précision. Pas un événement unique, une série de glissements imperceptibles, chacun insignifiant pris isolément, mais qui formaient ensemble une trajectoire dont la direction n'était visible qu'avec du recul. Youssef avait obtenu ses premiers papiers de séjour au bout de 6 mois. C'était un vendredi, et Patricia l'avait célébré avec une bouteille de champagne et un dîner dans un restaurant du centre. Elle avait vu dans ses yeux quelque chose ce soir-là qu'elle n'avait pas su identifier sur le moment, une tension nouvelle, presque imperceptible, comme un ressort qui se détend après avoir été comprimé trop longtemps. La semaine suivante, Youssef avait fait sa première remarque sur l'argent, formulée avec douceur. Il pensait que Patricia dépensait beaucoup pour des choses inutiles. Ils devraient peu être réfléchir ensemble à comment organiser leurs finances. Patricia avait souri et dit qu'elle gérait ses finances depuis 20 ans et que ça s'était passé convenablement jusqu'ici. Youssef avait souri à son tour, s'était excusé d'avoir mal formulé et avait changé de sujet. Mais la remarque était restée quelque part. 2 semaines plus tard, il avait suggéré d'ouvrir un compte bancaire commun pour les dépenses du foyer. C'était plus pratique. Patricia avait trouvé l'idée prématurée mais pas absurde. Elle avait dit qu'il verrait plus tard. Youssef n'avait pas insisté. Il attendait. Camille, lors d'un dîner en famille, 5 mois après l'arrivée de Youssef, avait remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas encore vu. Sa mère était différente, pas radicalement, pas d'une façon qu'on aurait pu signaler aisément à quelqu'un d'extérieur. Mais Camille connaissait sa mère depuis 24 ans, connaissait la façon dont elle occupait l'espace dans une pièce, la façon dont elle répondait aux questions sans hésiter, la façon dont elle regardait les gens quand elle leur parlait. Ce soir-là, Patricia consultait son téléphone avec une fréquence anormale, répondait à certaines questions avec un léger retard, comme si elle vérifiait mentalement quelque chose avant de parler. Et quand Youssef avait émis une opinion sur le vin qu'elle avait choisi le jugeant trop cher pour un dîner ordinaire, Patricia avait changé de sujet sans relever. Camille avait noté mentalement chaque détail. Elle avait commencé à écrire ce soir-là pas un journal, quelque chose de plus précis, des dates, des observations, des citations mémorisées avec la rigueur d'une étudiante en droit, qui commence à constituer un dossier sans savoir encore pourquoi. Les mois qui suivirent furent une longue descente en pente douce, rendue presque invisible par sa progressivité. Youssef avait commencé à questionner les dépenses de Patricia de façon systématique, avec une autorité croissante, un vocabulaire qui changeait subtilement. C'était plus des suggestions, c'était des interrogations qui ressemblaient à des reproches. Pourquoi avait-elle pris un taxi quand le bus existait ? Pourquoi avait-elle invité Véronique au restaurant plutôt que chez elle ? Pourquoi ce sac, elle en avait déjà 3 ? Patricia répondait. C'est là que résidait quelque chose d'essentiel que le docteur Laurent Ferretti analyserait plus tard avec une précision clinique. Elle répondait, une femme qui dirigeait 120 personnes sans se justifier se retrouvait à expliquer ses dépenses à un homme de 20 et 1 an sans emploi. Et elle ne comprenait pas encore pourquoi. Ce que le docteur Ferretti nommerait dans son rapport comme le paradoxe de la compétence dissociée mérite d'être compris dans toute sa dimension. Patricia n'avait pas perdu son intelligence. Elle n'avait pas perdu sa capacité d'analyse. Ses facultés fonctionnaient parfaitement dans le compartiment professionnel. De son existence, elle continuait à prendre des décisions complexes,
à identifier des manipulations dans les négociations commerciales, à repérer les failles dans les argumentaires de ses fournisseurs, mais ces mêmes capacités ne s'appliquaient pas à sa vie intime, parce qu'elles présupposaient une distance émotionnelle que l'intimité rendait impossible. On ne peut pas analyser froidement ce qui vous touche profondément. La compétence et la vulnérabilité ne cohabitent pas dans le même espace mental. Youssef, instinctivement ou consciemment, avait exploité cette frontière avec une précision remarquable. Dans l'appartement, il agissait toujours d'une façon qui restait dans la zone émotionnelle. Les disputes étaient toujours formulées en termes de sentiments blessés, de jalousie, de peur de la perdre. Il ne donnait jamais à Patricia le terrain rationnel sur lequel elle était imbattable. Il restait sur le terrain affectif où ses défenses étaient les plus poreuses. Véronique fut la première à être écartée progressivement par accumulation de petites entraves. Youssef disait que leur déjeuner rendait Patricia agitée pour le reste de la journée, que Véronique mettait des idées négatives dans sa tête, que cette amitié avait quelque chose d'étouffant. Patricia défendait Véronique, mais chaque défense était suivie d'une atmosphère dégradée dans l'appartement, tension, silence lourd, reproches, voilés au point que les déjeuners bimensuels devinrent mensuels, puis irréguliers. Véronique sentait ce qui se passait. Elle avait assez d'expérience humaine pour reconnaître la mécanique de l'isolement quand elle se déployait sous ses yeux, mais elle respectait la décision de Patricia, ou plutôt elle respectait l'idée que Patricia était adulte et qu'intervenir de façon trop directe risquait de la perdre entièrement. Elle continuait à appeler, à envoyer des messages, à maintenir le fil ténu d'une présence disponible. C'est lors d'un déjeuner de plus en plus rare, à cette période intermédiaire où les signaux étaient visibles sans être encore alarmants, que Véronique avait dit à Patricia quelque chose d'essentiel. « Tu n'as pas à mériter ta propre vie. » Patricia avait ri, comme si c'était une plaisanterie. Véronique n'avait pas ri. Elle avait attendu que le rire s'éteigne, puis avait répété la phrase avec la même intonation, posément. Patricia avait regardé son assiette. Le silence avait duré plusieurs secondes. Puis elle avait répondu « Tu t'inquiètes trop ». Et Véronique avait su à ce moment précis que son amie était déjà trop loin pour entendre ce qu'elle essayait de lui dire. Camille subissait un traitement similaire. Youssef ne l'aimait pas, il le disait à Patricia avec une franchise désarmante, expliquant que sa fille était froide, calculatrice, qu'elle ne souhaitait pas le bonheur de sa mère. Les visites de Camille devenaient l'objet de discussions de plus en plus pesantes. Youssef n'était pas là quand elle venait, ou rentrait plus tôt que prévu, ou semblait d'une humeur qui rendait les conversations à trois impossibles. Patricia se retrouvait à gérer les tensions entre son compagnon et sa fille, avec l'épuisement de quelqu'un coincé entre deux forces qui se repoussent. Camille, de son côté, continuait à documenter les captures d'écran des messages que Patricia lui transférait parfois, les dates des virements que Patricia mentionnait sans y attacher d'importance, les observations notées après chaque visite, les photos que Véronique lui envoyait discrètement de Patricia lors de leur rare rencontre, un regard plus terne, une façon de tenir les épaules différentes. Son dossier grossissait sans qu'elle en parle à personne. Elle ne savait pas encore ce qu'elle construisait. Elle savait seulement qu'il valait mieux avoir ces éléments que ne pas les avoir. Au 8e mois, Youssef a frappé Patricia pour la première fois, c'était une gifle. Une dispute sur un appel téléphonique, Bernard avait appelé à propos de l'organisation des vacances scolaires avec les garçons. Une conversation administrative de 5 minutes que Youssef avait interrompue 2 fois, puis avait attendue en silence, avec une expression que Patricia reconnaissait maintenant et qui lui contractait l'estomac. Quand elle avait raccroché, il avait dit que Bernard appelait trop souvent, que ça devait s'arrêter. Patricia avait répondu qu'elle avait 2 fils et que leur père faisait partie de sa vie, point. Youssef l'avait regardé un instant, puis sa main s'était levée. Patricia ne l'avait dit à personne. Ce silence, le docteur Ferretti l'analyserait plus tard comme l'un des mécanismes les plus documentés de l'emprise affective. La victime ne se tait pas par honte uniquement, mais parce que elle réinterprète activement l'événement pour le rendre compatible avec l'image qu'elle a de sa relation. La gifle devient la preuve d'une jalousie intense, qui elle-même devient la preuve d'un attachement profond. Le raisonnement est tordu, mais il est réel, et il est d'autant plus puissant que la personne qui le produit est intelligente, parce que l'intelligence permet de construire des justifications plus sophistiquées. Patricia s'était dit que Youssef avait eu tort, qu'il s'était excusé le lendemain matin, avec une tendresse qui semblait sincère, et que personne ne saurait jamais. Elle avait continué à aller au bureau, à diriger ses 120 personnes, à signer ses contrats, et à rentrer le soir dans un appartement dont les règles avaient été réécrites par quelqu'un d'autre sans qu'elle l'ait autorisé consciemment. Véronique, lors d'un déjeuner à cette période, avait regardé Patricia dans les yeux et lui avait dit « Dis-moi que tu vas bien ».
Pas comme une formule de politesse, comme quelqu'un qui a besoin d'entendre la réponse avec précision. Patricia avait répondu que oui, qu'elle était fatiguée par un gros contrat en cours, que tout allait. Véronique n'avait pas insisté. Mais elle avait ce soir-là envoyé un message à Camille. Juste 3 mots. Surveille ta mère. Les transferts financiers s'étaient accélérés au 10e mois. Youssef avait finalement obtenu le compte commun qu'il souhaitait. Patricia avait signé les documents un soir de semaine, fatiguée, sans vraiment lire les clauses. Il y avait désormais des demandes régulières d'argent pour des projets qui se succédaient sans jamais aboutir. Une formation professionnelle, un projet d'import-export avec des contacts au Maroc, une opportunité d'investissement immobilier à Toulouse qu'il fallait saisir vite. Patricia finançait. Elle avait commencé à puiser dans ses économies personnelles sans s'en rendre tout à fait compte, parce que les montants individuels semblaient raisonnables et parce que l'alternative à financer ses projets était une atmosphère dans l'appartement qu'elle n'avait plus l'énergie d'affronter. Sur 11 mois, elle avait versé 38 000 euros. L'isolement avait atteint son point maximal quelques semaines avant le point de rupture. Patricia ne voyait plus Véronique qu'une fois par mois, au mieux. Les appels avec Camille duraient 5 minutes et avaient la texture de conversation sous surveillance, pas parce que Youssef était dans la pièce, mais parce que Patricia savait ce qu'il attendait si la conversation durait trop longtemps ou prenait certaines directions. Elle avait cessé d'inviter des collègues. Elle avait cessé de participer au dîner d'entreprise. Elle rentrait du bureau directement et passait ses soirées dans un appartement qui appartenait à son nom mais où elle n'était plus chez elle. La chose la plus étrange, celle que le docteur Ferretti soulignera dans son analyse, était que Patricia continuait d'exercer son autorité professionnelle avec la même efficacité. Ses performances au travail n'avaient pas chuté. Elle prenait des décisions complexes, gérait des crises logistiques, tenait des négociations difficiles. Son cerveau professionnel fonctionnait parfaitement dans un compartiment étanche de son existence, pendant que l'autre compartiment se délitait méthodiquement. Cette dissociation était précisément ce qui rendait la situation invisible de l'extérieur. Une femme aussi compétente ne pouvait pas être en train de perdre le contrôle de sa vie privée. Mais personne ne peut maintenir indéfiniment des compartiments étanches. La violence au 11e mois fut plus grave. Une dispute qui avait commencé pour une raison anodine, Patricia avait annoncé un déplacement professionnel de 2 jours à Lyon et Youssef avait dit qu'elle n'irait pas. Cette formulation, elle n'irait pas avec quelque chose d'une bascule. Non pas une demande, non pas une jalousie exprimée, mais une instruction. Patricia avait répondu, pour la première fois depuis des mois, avec quelque chose qui ressemblait à son ancienne voix, celle de la directrice qui n'acceptait pas qu'on lui dise ce qu'elle ferait. Cette voix-là avait provoqué quelque chose que Youssef ne contrôlait plus entièrement. Elle s'était enfermée dans les toilettes de son propre appartement. Depuis les toilettes, dans le silence de l'appartement, elle avait composé le numéro de Bernard, pas parce qu'elle voulait lui revenir, pas par nostalgie, parce que dans le répertoire de son téléphone, c'était le nom qui lui semblait le plus solide ce soir-là. Bernard avait répondu à la 3e sonnerie. Il avait entendu sa voix. Il n'avait pas dit un mot inutile. Il avait seulement demandé « Qu'est-ce que je peux faire ?» Bernard avait appelé Camille dans la minute qui avait suivi. Camille avait ouvert le fichier sur son ordinateur. 40 pages, capture d'écran de messages transférés par Patricia dans des moments de doute, relevé de virement, date précise, photos documentées à l'insu de Camille par Patricia elle-même sur les conseils discrets de Véronique, lors d'un déjeuner 3 mois plus tôt, des photographies de Bleu, horodatées, que Patricia avait prises en se disant qu'elle ne s'en servirait jamais. Camille avait appelé Maître Christine Pons ce soir-là. Maître Pons avait 50 ans, une double spécialisation en violence faite aux femmes et en droit des étrangers, une combinaison rare qui se révélerait décisive. Elle avait posé 3 questions à Camille. Demandé à voir le dossier par transmission numérique dans l'heure et dit qu'elle se retrouverait le lendemain matin à 7 heures devant l'appartement de Patricia. Youssef était parti chez des amis après la dispute de la veille. C'était la fenêtre. Patricia avait ouvert la porte à sa fille et à cette avocate qu'elle ne connaissait pas, avec un hématome visible à la mâchoire. Elle avait regardé le dossier que Camille posait sur la table de cuisine, 40 pages reliées à noter. Elle n'avait rien dit pendant une longue minute, puis elle avait dit « Je ne savais pas que tu faisais ça ». Camille avait répondu « Je ne savais pas non plus que j'en aurais besoin ». Maître Pons avait déposé une main courante dans l'heure qui suivait et demandé en urgence une ordonnance de protection, une procédure d'exception permettant d'obtenir, en quelques heures, une décision contraignant Youssef à quitter le domicile. La procédure avait abouti avant la fin de la journée. L'inspecteur Karim Benali, de la brigade des violences conjugales de Toulouse, avait pris en charge le dossier. Français d'origine marocaine, il était parfaitement conscient de la dimension potentiellement sensible d'une affaire impliquant un ressortissant marocain. Il l'avait anticipé dès la première minute.
avec la neutralité professionnelle irréprochable de quelqu'un qui sait que sa rigueur sera scrutée doublement. Son enquête avait été méticuleuse. Ce qu'il avait découvert dépassait le cadre strict de l'affaire Patricia. Youssef Benzara n'était pas un individu isolé agissant au hasard. Il faisait partie d'un réseau informel de jeunes hommes basés dans les zones touristiques marocaines, Marrakech principalement, mais aussi Agadir et Fès, qui partageaient entre eux des informations, des méthodes, des retours d'expérience sur la façon de cibler les femmes européennes d'âge mûr voyageant seules. Pas une organisation criminelle structurée avec une hiérarchie et un statut légal, mais quelque chose de peu être plus insaisissable, un savoir-faire transmis horizontalement entre pairs, une culture de la prédation romantique normalisée dans un groupe social spécifique. Youssef avait eu 2 relations similaires avant Patricia. Une femme espagnole, rencontrée à Marrakech 3 ans plus tôt, qui avait porté plainte pour escroquerie sentimentale, une plainte jamais traitée par les autorités marocaines. Une femme allemande, rencontrée 2 ans plus tard dans le même type de contexte, qui avait effectué des transferts financiers significatifs avant de rentrer en Allemagne sans jamais donner suite. L'inspecteur Ben Ali avait contacté les 2 femmes, l'Espagnol avait immédiatement confirmé le schéma identique, l'Allemande avait mis plus de temps à rappeler et sa voix, quand elle l'avait fait, portait le même poids que celle de Patricia. Le dossier de Camille, ces 40 pages qu'une étudiante en master de droit première année avait constitué avec la rigueur d'un procureur, était une pièce d'accusation d'une solidité remarquable. Maître Pont le citait déjà à ses collègues comme exemple de documentation préventive par un proche qui anticipait les besoins d'une procédure sans avoir été formé pour cela. Youssef avait tenté de forcer l'entrée de l'appartement la nuit suivant la signification de l'ordonnance de protection. Cette tentative d'effraction avait transformé ce qui était encore une procédure civile en procédure pénale. L'inspecteur Ben Ali avait eu le feu vert pour une arrestation dans les 48 heures. Youssef avait été appréhendé 3 jours après l'ordonnance dans un appartement de la banlieue toulousaine appartenant à un ami. Il n'avait pas opposé de résistance physique. Il avait regardé les policiers avec une expression qu'un des agents décrirait plus tard comme de la contrariété plutôt que de la surprise, comme un homme qui calcule rapidement les dégâts, plutôt que quelqu'un pris de court. Le procès s'était ouvert plusieurs mois après l'arrestation, devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Maître Pons avait construit son argumentation sur 3 niveaux: les violences physiques documentées, le contrôle financier systématique et l'emprise psychologique analysée en détail par le docteur Ferretti dans un rapport d'expertise judiciaire qui allait devenir un document de référence. Le docteur Ferretti avait 53 ans, spécialisé en emprise affective depuis 15 ans, habitué à témoigner dans des procédures où l'invisible devait être rendu visible pour des jurés et des juges. Son analyse de la relation Patricia-Youssef était d'une précision qui rendait l'audience silencieuse. Il avait nommé le mécanisme central, la prédation du pouvoir inversé, une femme habituée à contrôler professionnellement, qui cherchait dans sa vie personnelle, consciemment ou non, l'expérience inverse. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que les personnalités habituées à exercer une autorité constante développent parfois un besoin compensatoire de lâcher prise dans un espace qu'elles croient contrôler. Youssef avait fourni cette expérience. D'abord sous la forme d'une intensité séduisante qui ressemblait à de la passion, puis sous la forme d'un contrôle progressif qui ressemblait à de la jalousie, puis sous la forme d'une violence qui ressemblait, dans la réinterprétation que Patricia en faisait, à de l'attachement. La gradation était imperceptible précisément parce qu'elle répondait à quelque chose de réel dans la psychologie de Patricia. C'était pas un hasard de casting, c'était une lecture juste d'une vulnérabilité spécifique. Patricia avait témoigné à la barre pendant 2 heures. Sa voix était stable. Elle avait choisi de regarder le tribunal plutôt que Youssef. Et cette décision visible, délibérée, avait eu quelque chose d'une reconquête de l'espace. Elle avait dit les choses dans leur ordre exact, sans dramatisation, sans minimisation. Elle avait dit la gifle, et les autres, elle avait dit les toilettes. Elle avait dit les 38 000 euros, elle avait dit qu'elle dirigeait 120 personnes, puis elle avait dit « je ne savais pas que ce que je vivais chez moi avait un nom. Maintenant, je sais qu'il en a plusieurs ». La défense de Youssef avait tenté de plaider la relation consentie entre adultes, les malentendus culturels, les disputes réciproques, dans un couple traversant des difficultés normales. Maître Pons avait répondu avec les 40 pages de Camille, les relevés bancaires, les témoignages de l'Espagnol et de l'Allemande, et le rapport du docteur Ferretti. L'avocat de la défense n'avait pas eu de réponse satisfaisante à l'ensemble. Le jugement avait été rendu à l'issue de plusieurs audiences.
Youssef Benzara avait été condamné à 3 ans de prison, dont 10 à 8 mois ferme pour violence conjugale aggravée, harcèlement et tentative d'effraction, assorti d'une interdiction définitive du territoire français à l'issue de sa peine. La plainte espagnole avait été rouverte à la lumière du dossier français et une procédure avait été engagée en Espagne pour escroquerie sentimentale. Youssef avait été reconduit à la frontière marocaine 10 à 9 mois après le jugement. Sur les 38 000 € versés par Patricia sur 11 mois, 11 000 avaient été partiellement récupérés via une saisie sur ses avoirs. Le reste était irrécupérable. Patricia avait pris 4 mois d'arrêt de travail après le procès. Ses collègues avaient appris ce qui s'était passé de façon fragmentaire. Par bribes, elle n'avait pas fait de déclaration, n'avait pas envoyé de message collectif. Elle avait simplement disparu pendant 4 mois, puis était réapparue à son bureau un lundi matin de janvier, coiffée avec soin, dossier sous le bras, et avait repris ses réunions comme si elle avait simplement été en congé prolongé. La thérapie avec le docteur Ferretti avait commencé en parallèle du procès et continuait bien après. Ce n'était pas confortable, le docteur Ferretti ne cherchait pas le confort, mais la précision, et ces questions avaient souvent la texture de bisturie plutôt que de pansement. Il lui avait fallu plusieurs mois pour accepter de regarder sa vulnérabilité sans la réinterpréter comme une défaillance. Elle avait dirigé 120 personnes. Elle avait été manipulée pendant 11 mois par un homme de 20 et 1 an. Les deux choses étaient vraies simultanément, et leur coexistence était la partie la plus difficile à intégrer. Un soir, plusieurs mois après sa reprise au travail, Patricia était restée tard dans son bureau, non pas pour travailler, mais simplement pour rester assise dans le silence d'un endroit où elle avait toujours été compétente. Elle avait regardé les photos sur son bureau, Camille à sa remise de diplôme de licence, ses 2 garçons lors d'un séjour en montagne, une photo ancienne de Bernard, et elle à Venise, lors de leur voyage de noces. Elle n'avait pas retiré cette dernière photo, elle ne savait pas encore pourquoi. Être parce que la retirer aurait été une façon de nier que quelque chose de réel avait existé, et que nier ce qui avait été réel était exactement la tentation à laquelle elle refusait désormais de céder. Le divorce avec Bernard avait été prononcé pendant la période du procès. Bernard n'avait pas prononcé une parole amère sur Youssef devant leurs enfants, pas une fois, dans aucune circonstance. Patricia l'avait remarqué. Elle lui en avait parlé un soir au téléphone, directement, comme elle parlait quand elle voulait dire quelque chose de vrai. Il avait répondu « c'était pas à moi de le dire ». Et cette phrase simple, sans emphase, avait contenu quelque chose que 10 à 9 ans de mariage n'avaient pas réussi à formuler aussi clairement. Le réveillon de Noël qui avait suivi le procès, Bernard avait passé la soirée avec Patricia et leurs enfants. C'était ni une réconciliation déclarée, ni une rupture niée, c'était quelque chose de plus honnête et de moins nommable. Personne n'avait mis de mots dessus. Tout le monde savait ce que c'était. Bernard avait dit à ses fils qu'il n'était pas pressé de refaire sa vie. Il le pensait vraiment. Camille avait appris que son dossier de 40 pages avait été cité par Maître Pons dans une conférence nationale sur les violences conjugales comme exemple de documentation préventive par un proche. Elle avait décidé de spécialiser son master en droit des victimes. Son mémoire de fin d'études s'intitulait « L'emprise affective comme effacement de la compétence ». C'était à la fois un titre académique et une description de ce qu'elle avait vu se déployer devant ses yeux sur 11 mois. Véronique était présente à chaque audience. À la sortie du verdict, elle avait attendu que les journalistes et les avocats s'éloignent, puis s'était approchée de Patricia et lui avait dit une seule chose : « Tu aurais pu m'appeler avant ». Patricia avait répondu : « Je sais ». 25 ans d'amitié contenaient cette réplique et sa réponse. Ce que cette affaire a mis en lumière dépasse l'histoire individuelle de Patricia Aumont. L'inspecteur Ben Ali, dans son rapport final remis au parquet, avait souligné l'existence du réseau informel, dont Youssef faisait partie, un phénomène documenté dans plusieurs pays européens, sous des formes variables mais avec des caractéristiques récurrentes, zones touristiques, femmes européennes voyageant seules, tranche d'âge entre 35 et 55 ans, méthode d'approche calibrée, trajectoire prévisible de la relation vers l'extraction financière. Ce qui rendait ce réseau résistant aux interventions classiques, c'était précisément son absence de forme. On ne démantèle pas ce qui n'a pas de structure. Le docteur Ferretti avait intégré le cas de Patricia dans un module de formation destiné aux travailleurs sociaux toulousains. La leçon centrale, les femmes de pouvoir ne sont pas immunisées contre l'emprise affective. Elles y sont parfois plus vulnérables, précisément parce qu'elles se croient hors de portée. Et cette certitude d'invulnérabilité ajoute une couche de honte au moment de la demande d'aide, une honte qui retarde cette demande de façon souvent décisive. Maître Pons avait conclu sa plaidoirie par une formulation qui avait été reprise dans plusieurs publications juridiques spécialisées. L'emprise n'est pas une faiblesse de la victime, c'est une compétence de l'auteur.
C'est pas ce que la victime n'a pas su voir qui est en cause. C'est ce que l'auteur a su construire. Patricia Aumont a 50 ans aujourd'hui. Elle dirige toujours son entreprise avec les mêmes 120 personnes, les mêmes contrats, la même efficacité froide que ses collègues masculins ont depuis longtemps cessé de sous-estimer. Mais quelque chose a changé dans sa façon d'occuper son bureau après 10 à 9 heures. Elle reste moins souvent. Elle répond à certains appels qu'elle laissait autrefois passer. Dans sa déposition versée au dossier public et citée régulièrement par Maître Ponce dans ses conférences, Patricia avait dit une chose que le docteur Ferretti avait soulignée comme particulièrement représentative du travail de reconstruction. Je dirigeais 120 personnes. Je signais des contrats à 7 chiffres. Et je pouvais pas passer un appel téléphonique sans me cacher dans mes propres toilettes. Puis après une pause, j'avais tout construit. Tout. Et j'ai failli tout perdre pour un homme qui avait 20 et 1 an et rien du tout, sauf la capacité de me faire croire que c'était moi qui avait besoin de lui. Cette phrase est la définition la plus précise de l'emprise affective que quiconque dans ce dossier est formulé. Pas un expert, pas un avocat, pas un juge, la femme qui l'avait vécu. Si vous connaissez quelqu'un dont le comportement a changé depuis une nouvelle relation, qui répond aux appels différemment, qui consulte son téléphone avec une anxiété nouvelle, qui justifie des choses qu'il ne justifiait pas avant, qui semble moins présent dans ses propres conversations, nommez ce que vous observez. Pas avec des accusations, avec des faits, une date, une remarque, une observation. Camille Aumont n'avait pas de formation en enquête. Elle avait une attention de fille qui aimait sa mère et un carnet où elle écrivait ce qu'elle voyait. Cela a suffi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous aviez vu sans savoir le nommer, abonnez-vous à cette chaîne. Ces histoires existent pour que les prochaines victimes soient un peu moins seules face à ce qu'elles traversent. Chaque abonnement est une façon de dire que ces affaires méritent d'être racontées, documentées, transmises. Malgré un emploi à temps plein en parallèle, je continue à construire ces documentaires parce que je crois que chaque histoire vraie a le pouvoir de changer quelque chose. Votre présence ici le prouve.